Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le docteur Liorent, je suis médecin du travail au SSTI 33. Je suis le pilote, du groupe, maintien dans l'emploi qui, participe, tous les ans, à la semaine de la QVCT, de la qualité, de vie et des conditions de travail. Cette année, la thématique, proposée est les transitions, transitions au pluriel. Parlons-en. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de, réaliser un webinaire sur les transitions professionnelles que nous avons sous-titré «Une solution pour tous», puisque vous allez voir, grâce à nos intervenants que, le panel, les choix possibles et les chemins possibles pour une transition professionnelle sont très nombreux et variés et donc ils vont nous aider à trouver des pistes au milieu de cette jungle. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants, en commençant par Séverine Cornuet, qui va se présenter elle-même et qui va nous présenter son rôle au sein du service. Bonjour, Séverine, si vous voulez bien vous présenter? Voilà, bonjour, je suis Séverine Cornuet, assistante sociale au SSTI 33. et vous assurez, une place importante et très active au sein de, la, cellule, de la cellule PDP interne. Madame Varia, je vous laisse vous présenter. Merci, bonjour, bonjour à tous. Je suis Florence Varillas, je suis référente de parcours et maintien en emploi pour Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que je prépare les dossiers en vue du passage en commission sur notamment les personnes qui sont en problématique de santé par rapport à leur poste de travail. Et puis docteur, je me permets, moi je suis donc Nicolas Hulot, le dernier intervenant. Je suis chargé de développement pour le réseau EVA, le réseau EVA étant un groupement de structures qui a été mandaté par France Compétences pour être l'opérateur régional sur la Nouvelle-Aquitaine du service conseil en évolution professionnelle. Vous verrez, j'aurai l'opportunité de commencer et de vous présenter l'émission du conseil en évolution professionnelle qu'il s'adresse à tous les salariés du secteur privé et aux indépendants. Merci beaucoup, monsieur. Donc, avant que les débats commencent vraiment, quelques précisions sur les modalités techniques, hein. Vos micros et vos caméras, sont désactivés. Il existe un chat, dans lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire ou bien, en fin de webinaire, vous pourrez également réactiver votre micro et poser les questions, directement, hein, en levant la main. Le webinaire est enregistré et un replay sera à disposition sur la chaîne YouTube du SSTI 33. Et par ailleurs, le support de présentation, hein, le PPT, vous sera adressé par email. Donc, vous aurez un support correspondant à ce webinaire. Alors, pour commencer, je vous propose une petite définition sur la transition professionnelle. Donc la transition professionnelle, elle regroupe tous les changements de position, professionnelle, mobilité horizontale, promotion, reconversion, évolution, passage d'une situation d'emploi au chômage, qui soient choisis ou subis. Donc, les cas de figure sont quand même très nombreux et donc, la transition professionnelle peut arriver, à plusieurs reprises dans le parcours professionnel, dans la vie, professionnelle des gens. Donc ensuite une petite présentation du plan. Donc, une transition professionnelle choisie, donc ça va être l'essentiel du web avec, les présentations donc de nos 2 invités extérieurs. Donc, on parlera du CEP, donc du conseil en évolution professionnelle, du compte, du compte formation, du projet transition professionnelle, du dispositif d'émission reconversion, également de Cléa, de la certification Cléa, de la validation des acquis de l'expérience, des transitions collectives, on vous expliquera ensuite à quoi ça correspond. Et il y aura un résumé dans l'offre de services globale de toutes ces présentations. Dans un deuxième temps, nous viendrons, Séverine et moi, vous présenter le SPSTI, le rôle d'un service, de prévention et de santé au travail dans le maintien dans l'emploi. Donc d'abord une petite présentation du service, qui nous sommes.
les missions et les offres de services, l'équipe pluridisciplinaire qui participe activement à tous les niveaux à ce travail, la définition du maintien en emploi, le repérage des situations de travail, l'analyse des situations de travail avec la cellule PDP interne, hein, ça c'est Séverine qui vous le traitera puisque elle gère tout à fait bien cette cellule PDP interne qui se réunit au SSTI tous les mois. Et enfin, on entrera dans la dernière phase avec les fameuses questions-réponses. Donc voilà, donc je vais maintenant céder la parole à nos intervenants et je pense que c'est monsieur Huot qui démarre, si je ne me trompe pas? C'est ça. Merci beaucoup docteur, donc À avec ce vous. sommaire avec plaisir. Merci et donc, avec ce sommaire assez dense, on va essayer d'être, concis et clair. On a pris pour chaque dispositif ou chaque service, des exemples, même si attention, hein, ne vous méprenez pas, les exemples, c'est juste pour illustrer le cas un cas individuel d'une personne qui pourrait utiliser le service ou le dispositif, mais des cas, il y en a pléthore. J'ai envie de dire que chaque situation est singulière et donc du coup, utiliser le service du CEP, c'est pas, uniquement lorsque, comme Sabine, 47 ans, vous vous sentez épuisé, vous savez pas à qui et comment en parler. Ça peut être plein d'autres situations, bien évidemment. Toutefois, on va imaginer que Sabine a besoin, du CEP et qu'elle ne sait pas ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Je m'en vais vous expliquer rapidement ce service qui est donc accessible à tous les salariés et indépendants de Nouvelle-Aquitaine et de toute la France d'ailleurs. Mais pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est notre service, le Conseil en évolution professionnelle du réseau EVA, qui s'adressera aux salariés. C'est donc un service public, et ça c'est important parce que c'est gratuit, un service qui constitue un processus d'appui, un appui pour une personne, pour un salarié, un indépendant, qui souhaiterait prendre du recul, faire le point comme, Sarah, faire le point sur sa situation Sabine pardon, c'était Sabine notre exemple. Faire le point sur sa situation professionnelle et qui, le cas échéant, voudrait peut-être élaborer, formaliser et mettre en œuvre, une stratégie visant à avoir, bénéficier d'une transition, une évolution, professionnelle. La posture de nos conseillers qui reçoivent donc, les publics, les salariés actifs, occupés, est d'être, dans une posture, de relation de confiance qui doivent se créer entre, Sabine et son conseiller et donc du coup, ils sont tenus par un secret professionnel. C'est un lieu neutre qui les reçoit, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à l'employeur et ni à son environnement personnel, familial et autres. C'est un professionnel de l'évolution professionnelle, du coup, qui la reçoit, qui et permet à Sabine de bénéficier d'une expertise dans un lieu neutre, accessible, partout en Nouvelle-Aquitaine. On a disséminé des lieux d'accueil, sur tous les territoires et puis, qui est impartial dans le sens où on n'est pas là pour juger, quoi que ce soit. Le CEP, n'a pas de jugement de valeur à apporter. Il n'a pas non plus de boule de cristal, il va pas permettre à Sabine de lui dire: «Ouh, je suis sûr que vous allez faire ci» ou «Je vous conseille de faire ça». Non, il est là plutôt de prendre appui sur le besoin, la demande, la situation, aider Sabine à analyser cette situation et lui permettre, de trouver les ressources, les stratégies qui pourraient lui permettre, de, faire changer cette situation où elle a l'impression d'être épuisée, professionnellement. Mais des situations sur le CEP, on peut en rencontrer beaucoup plus. Sachant qu'en plus, nous ne sommes pas les seuls opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Le réseau EVA étant l'opérateur pour les salariés du secteur privé et les indépendants. Mais si vous avez le statut cadre, vous pouvez être accompagné par l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous serez accompagné par, un opérateur historique qui est Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, vous serez accompagné par le réseau des missions locales. Et enfin, si vous êtes en situation de handicap, vous serez accompagné par Cap Emploi. Toutefois, petite particularité avec le réseau des Cap Emploi, ils ne sont pas ils n'ont pas la possibilité, la mission d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap. Donc, ils accompagneront particulièrement les personnes qui rencontreraient une situation d'une problématique de santé, ou un handicap qui va avoir un impact sur le poste occupé et qui nécessiterait du coup une évaluation pour
peut-être permettre l'adaptation du poste, envisager peut-être un reclassement en négociation avec l'employeur ou alors une reconversion complète. Bref, nos équipes entre Cap Emploi et le réseau EVA sont en coordination quotidienne pour coordonner les publics en fonction de la situation. On a quoi, nous, au réseau EVA? Les salariés du secteur privé, ça je l'ai déjà dit, de quel que soit leur contrat de travail, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire, apprenti. Particularité aussi, on accompagne les personnes qui peuvent être en arrêt de travail. Ils peuvent venir rencontrer leur CEP, préparer, élaborer des projets professionnels, gérer leur carrière, même pendant leur arrêt de travail, et ce, sans demander une autorisation au médecin conseil, par exemple. Voilà, alors quels sont les objectifs? Pourquoi on viendrait rencontrer le CEP? On vient le rencontrer pour tout type de situation et comme je vous le disais au début, ça peut être parce que, la situation est singulière et personnelle. On n'a pas la même situation que le voisin. Ça peut être comme Sabine, mais aussi on va très bien, on se sent très bien, au sein de son poste, son emploi se passe bien, il est plutôt, comment dire? Il est épanouissant, mais on a besoin, d'évoluer, de gérer sa carrière. On souhaiterait savoir un petit peu comment, accéder à tel ou tel dispositif pour, financer telle ou telle formation, comment j'identifie la bonne formation, les compétences que j'ai besoin d'acquérir, comment je fais le point sur ma situation et mes compétences pour savoir comment je me projette. En gros, nos CEP ont des outils pour aider un salarié à se projeter dans sa carrière et savoir un petit peu, vers où s'orienter, quelle stratégie ou alors comment financer sa formation. Ils font une ingénierie financière avec le salarié pour savoir quelles hypothèses de financement sont possibles. Parfois, il peut y en avoir plusieurs et à charge au salarié après de faire ou pas les démarches qui mènent à cette évolution, qui lui permettent d'accéder à cette formation qu'il aurait visée. On peut venir, envisager une reconversion professionnelle. Là, on parle de changement de métier, changement de profession, mais ça demande aussi, d'élaborer son projet en amont. Ça demande peut-être et là, je me tourne vers Florence, qui interviendra tout à l'heure, d'envisager un projet de transition professionnelle. Elle vous présentera le dispositif. On peut venir voir son CEP, parce qu'on se pose des questions et c'est normal, c'est légitime tout au long de sa vie, tout au long de sa vie professionnelle. Je pense qu'on se pose des questions sur sa situation. On souhaite rééquilibrer peut-être sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Bref, on peut venir rencontrer un CEP, dans ce cadre-là aussi. On peut venir rencontrer un CEP parce qu'on souhaite créer une activité ou reprendre une entreprise et dans ces cas-là, il faut aussi faire le point, peut-être envisager, ce qu'on appelle une étude de marché, voir si le projet est réaliste, réalisable, si, il est rentable, si on peut en vivre, mais pour cela d'ailleurs, le conseil en évolution professionnelle n'a pas toutes les compétences, ils ne sont pas omniscients, omnipotents et donc ils vont s'appuyer sur des ressources sur le territoire. C'est-à-dire qu'en gros, pour la création d'activités, ça peut être le bon exemple, on peut orienter une personne parce qu'elle souhaite élaborer son étude de marché, elle souhaite élaborer un business plan, faire son plan de financement, on va l'orienter vers les acteurs de la création d'entreprise. On peut venir nous rencontrer parce qu'on souhaite valoriser des compétences. Là, on parlera de VAE, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On parle aussi de santé au travail, la prévention de la santé au travail. Docteur Liorent, Madame Cornuet vont intervenir là-dessus. Et le CEP peut venir en amont aussi, avant de subir sa reconversion parce que il y aurait un risque d'inaptitude, avant que l'inaptitude soit déclarée peut-être venir voir son CEP pour choisir cette reconversion, envisager un autre projet professionnel, ça peut être ça. Enfin, vous l'avez compris, on vient évoquer de la mobilité, qu'elle soit interne ou externe et puis, pour cette mobilité, on peut utiliser des dispositifs ou pas. Nos CEP, vous l'aurez compris, ne sont pas objectivés, pour accéder à des dispositifs, pas du tout. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui ont juste besoin d'identifier les problématiques qu'elles rencontrent et puis savoir comment agir, mais ça ne signifie pas forcément qu'on rentre dans un dispositif de formation. Je vous ai mis quelques verbatim, mais là, je vais paraphraser, me répéter, donc du coup, je fais rapide. C'est l'idée, en gros, comme Nicolas, comme Marilène, comme Alicia, pour vous donner d'autres exemples que celui de Sabine, qui sont venus rencontrer le CEP. Par exemple, je prendrai juste celui de Marilène, qui veut préparer son entretien professionnel. C'est très intéressant de pouvoir envisager de préparer ce moment où on va parler avec son employeur, son manager, son DRH, de comment on se projette dans l'entreprise ou dans sa carrière professionnelle.
autant venir un petit peu structurer, formaliser cet entretien en amont avec un CEP. C'est aussi le cas de Maria qui, je prends les exemples rapides que j'aurais pas déjà évoqués, qui a une ambition, qui voit qu'il y a un poste qui s'ouvre, mais qui a besoin d'identifier ses compétences qu'elle va pouvoir valoriser auprès de son DRH peut-être ou de son manager pour pouvoir être candidat, être le bon profil sur ce poste. Et avec le CEP, peut-être identifier les compétences qu'elle n'aurait pas pu acquérir encore, ou elle aurait peut-être besoin d'un complément de formation, etc. Bref, c'est plein de situations, vous l'aurez compris. Le conseil en évolution professionnelle, donc est bien évidemment, comme je vous l'avais déjà dit, est en capacité d'accompagner des personnes en arrêt de travail. Notre partenaire, un de nos partenaires principal, c'est, la structure, l'organisme de Florence Transition Pro, qu'on peut accompagner aussi des personnes qui montent un dossier PTP et qu'il y a un dispositif particulier pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. euh, Comme une RQTH par exemple. Si vous avez une RQTH, vous pouvez bénéficier d'un PTP qui est cofinancé par la GFIP. On peut accompagner des personnes aussi sur de la PMSMP. Alors retenez pas ce sigle, mais c'est en gros du stage d'observation pour aller découvrir de nouveaux métiers. On peut orienter une personne pour un jour ou deux, elle prend sur ses congés et elle va observer un métier qu'elle souhaiterait peut-être envisager, mais elle peut pouvoir comme ça aller voir concrètement, réellement, se confronter à la réalité, mais aussi développer son réseau professionnel par cet intermédiaire-là. On va être un passage obligé dans l'abondement CPF, j'y reviendrai, et puis dans le dispositif démissionnaire, j'y reviendrai aussi. Je fais vite. Vous nous appelez et puis vous aurez un premier niveau de conseil avec un CEP. On y reviendra, le PTP, Géraldine, je vois votre question. Le CEP vous accueille pour 1 heure et demie, le temps de faire une analyse, partager avec vous de votre situation, de vous donner des outils pour vous projeter ou alors répondre à vos questions parce que vous avez des questions très concrètes et vous savez déjà ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous revenez voir votre CEP autant de fois que de besoin. Le CEP est à la carte. Tout est gratuit et vous revenez quand vous en avez besoin ou vous communiquez avec votre conseiller par mail, vous pouvez l'appeler, etc. Bref, c'est accessible et on fait appel à lui quand on a besoin. Nous sommes répartis, je vous disais que c'était accessible, nous sommes répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Puis après, je voulais juste vous spécifier, vous préciser qu'est-ce que le réseau EVA. Le réseau EVA, c'est un consortium de structures qui ont une expérience assez importante dans l'accompagnement professionnel. Donc, vous retrouverez des structures comme les CIBC, les centres interinstitutionnels de bilan de compétences, le réseau Retravaillé, les CIDFF, les chambres consulaires, les chambres de commerce, de métier ou d'agriculture, et enfin la PEP, qui est une association paritaire pour l'évolution professionnelle. Voilà les structures qui forment ce réseau EVA et qui vous accompagneront sur le CEP. Voilà pour le CEP, j'y reviendrai sur le numéro de téléphone, comment on y accède, on a un petit slide après. Je voulais évoquer avec vous le CPF. Le CPF, souvent, il est bien connu, 80 à 90% maintenant des professionnels le connaissent, parce qu'on a été sollicité d'ailleurs à ce propos par des entreprises plus ou moins honnêtes. Mais en tout cas, comment on l'utilise et quelles sont ses particularités? On a le cas de Nicolin qui veut passer son permis poids lourd. Alors, il faut savoir que le compte est alimenté automatiquement chaque année. À partir du moment où on devient un actif, eh ben, on nous alimente notre compte CPF. On a tous un compte CPF, il est individualisé, non cessible, et on alimente, du moins on bénéficie de 500 € par an à partir du moment où on est au moins à mi-temps. Si vous faites moins d'un mi-temps dans l'année, alors c'est au prorata du nombre d'heures que vous aurez fait dans l'année que sera alimenté votre compte CPF. Et puis, on a un plafond qui est de 5 000 €. Arrivé à 5 000 €, ben, on ne peut plus bénéficier de 500 € tous les ans. On attend que vous dépensiez votre compte personnel de formation. Petite particularité, on peut bénéficier d'une majoration si on est dans le cas d'une situation particulière comme étant en OETH, en obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés. Dans ces cas-là, vous bénéficiez de 300 € en plus et donc 800 € par an et avec un plafond de 8 000 €. Et puis pour les salariés qui n'auraient pas atteint le niveau CAP-BEP, qui auraient le dernier diplôme peut-être serait le brevet des collèges, ou alors qui auraient fait leur scolarité à l'étranger, dans ces cas-là, pareil,
on a cette majoration et on cumule 800 € par an pour avoir un plafond à 8 000. Vous l'aurez compris, vous le savez déjà, on finance avec ce compte des actions de formation obligatoirement certifiantes auprès d'organismes reconnus et certifiés par un agrément qui s'appelle Calliope. On vérifie de la qualité des formations proposées. Vous pouvez envisager peut-être un cofinancement ou un financement de la VAE, mais on y reviendra avec Florence parce que Transition Pro, je donne quelques infos en amont, mais Transition Pro finance aussi la VAE. Le bilan de compétences, il est finançable aussi. Et puis, si vous avez des questions, je peux revenir sur la différence entre le CEP et le bilan de compétences, souvent on me la pose. Le certificat CLEA et les permis de conduire. Donc, comme notre exemple, c'est la possibilité de financer un permis B, un permis poids lourd ou un permis transport en commun. Enfin, parfois, il peut y avoir des actions d'accompagnement, de conseil à la création d'entreprise qui sont finançables par le CPF. Si vous avez acheté une formation, elle peut se dérouler hors temps de travail. Et là, vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur. Ça vous regarde et ça ne regarde que vous. Mais si vous n'avez pas le choix ou alors vous souhaitez faire cette formation pendant votre temps de travail, il va vous être obligé de faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Celui-ci n'est pas obligé d'accepter votre absence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de votre salaire pendant votre formation, compris dans le CPF, et que lui, si jamais il vous autorise à vous absenter pour vous former, dans ces cas-là, il devra maintenir votre rémunération pendant votre formation. Donc souvent, c'est des histoires de politique interne dans les entreprises ou de négociation ou de négociation entre le salarié et son entreprise. Si l'entreprise y voit un intérêt pour elle, pour l'activité, que ce salarié fasse cette formation, elle peut parfois accepter que le salarié se forme sur son temps de travail. Il existe aussi un abondement possible. Alors, un abondement, c'est quoi? C'est un cofinancement. Vous avez identifié une formation, mais elle vous coûte plus cher que ce que vous avez sur vos comptes personnels de formation. Dans ces cas-là, vous pouvez peut-être bénéficier d'un abondement de la part de votre employeur qui voudra soutenir cette formation. Pareil, là, je ne m'avance pas, c'est une histoire de politique interne et de négociation entre vous et votre employeur. Il est possible que vous ayez un abondement si vous bénéficiez d'un compte pénibilité, appelé aussi compte professionnel de prévention. Venez voir un CEP dans ces cas-là et il vous permettra de bénéficier de cet abondement. Le passage par le CEP est obligatoire. Pareil, si vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a un abondement possible par l'assurance maladie. Il faut avoir une invalidité d'au moins 10%, une incapacité, excusez-moi, c'est pas pareil. Une incapacité d'au moins 10% reconnue par l'assurance maladie. Et puis parfois, il y a des abondements. Alors la région va aider les demandeurs d'emploi, la région Nouvelle-Aquitaine fait un abondement pour les demandeurs d'emploi. Les branches professionnelles, parfois, ciblent des formations où elles proposent un abondement à ses salariés, aux salariés adhérents de cette branche. Pôle emploi va aider les demandeurs d'emploi aussi. Et puis France Relance, c'est l'État qui peut lancer parfois des mesures d'abondement sur certaines formations. Voilà, je passe la parole à Florence pour le cas de Marilène qui souhaite se reconvertir. Merci, merci beaucoup Nicolas. Oui, là à présent, je vais vous parler d'un dispositif et j'ai vu, la question de qu'est-ce que c'est que le PTP et là, je vais donner tout l'éclaircissement à ce dispositif et à ce sigle aussi, en vous présentant aussi la situation comme on vient de le voir de Marilène qui souhaite se reconvertir vers un nouveau métier, un métier qui aurait du sens pour elle et celui d'aide-soignante. Donc comment elle va, mettre en place ce projet et notamment, parce qu'une formation d'aide-soignante, c'est une formation qui fait 9 mois, qui a un certain coût et 9 mois pendant lequel elle doit s'absenter de son poste de travail. Donc le projet de transition professionnelle, c'est effectivement un outil, c'est le PTP, hein, pour contracter un petit peu ce titre, qui permet de s'absenter de son entreprise pour suivre une action de formation avec l'accord de l'employeur. Donc sur les principes d'éligibilité de ce dispositif, tout d'abord, ça ne concerne que les personnes du secteur privé. Le contrat de travail peut être du CDI, du CDD, de l'intérimaire ou de l'intermittent du spectacle. Par exemple, en termes de conditions d'ancienneté, pour un CDI, il faut qu'il ait travaillé au moins 24 mois, dans sa vie professionnelle et avoir 1 an d'ancienneté, dans l'entreprise. Plus de précisions encore sur les CDD, les intérimaires et les intermittents et ça je vous renvoie, vers notre site internet puisque chaque condition, chaque, contrat de travail a sa spécificité.
Pour être éligible, ce dispositif, il faut que la certification soit enregistrée au niveau du répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique. On en a très vaguement entendu parler là avec, le compte personnel de formation, mais en plus, il faut que le centre de formation soit, enregistré, enfin ait ça une reconnaissance Qualiopi. C'est une valeur, je dirais, de qualité, et que la formation soit éligible au compte personnel de formation. Puisque ce dispositif du projet de transition professionnelle, pour les anciens, hein, c'est l'ancien congé individuel de formation, hein, qui a été remodelé, avec la réforme de 2018. Ben là, effectivement, le projet de transition professionnelle absorbe la totalité du compte personnel de formation. Donc cette certification, cette formation doit être à la fois une certification enregistrée au répertoire national des certifications, répertoire établi d'ailleurs par France Compétences, et le but est de changer de métier ou de profession. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui, par rapport au congé individuel de formation, a changé. C'est vraiment on change de métier, d'où la terminologie de transition professionnelle. Alors pour s'absenter de son poste de travail, comme si on prend l'exemple de Marilène où on a une formation qui va durer 9 mois, ben oui, il faut une autorisation d'absence. Il faut formuler une demande à l'employeur avec effectivement, tous les éléments concernant la formation. J'entends le nom de la formation, le nom du centre de formation, l'adresse du centre de formation, mais aussi l'intitulé de formation et puis sa durée. Alors, quelle est la prise en charge de de ce dispositif? La prise en charge, il s'agit de prendre en charge, la durée de la formation dans sa totalité. Donc en termes, je dirais, de salaire, on va le revoir en détail. Les frais pédagogiques jusqu'à 18 000 € que pour les frais pédagogiques et donc on va rembourser à l'employeur si, la commission que je vais vous présenter tout à l'heure, si la commission valide le projet, on va rembourser à l'employeur le salaire, les charges patronales et les congés payés à l'employeur pendant que son salarié est en formation. Il va être à rajouter aussi en termes de prise en charge les frais annexes, c'est-à-dire les frais de mobilité, hein, frais de déplacement pour se rendre au centre de formation suivant un certain barème. Comment est examinée la demande? L'examen de la demande se fait par une commission paritaire. Les membres de la commission sont les représentants de syndicats, puisque ce sont eux qui gèrent aussi le dispositif et qui gèrent aussi les associations de transition professionnelle, comme les transitions pro Nouvelle-Aquitaine. Il regarde quoi? Le projet du salarié, c'est-à-dire la cohérence, la pertinence, l'employabilité face à la demande de financement. Ensuite, il y a des priorités à la fois nationales et régionales qui sont appliquées. Et ensuite, ben, bien entendu, puisque je vous ai bien dit, hein, il s'agit à la fois du coût de la formation, d'un salaire chargé, congés payés et des frais de mobilité. Ben, tout dépend aussi du budget qui nous est alloué par rapport à ce dispositif. À présent, nous allons un petit peu, évoquer, un autre dispositif qui est celui de la démission reconversion. C'est-à-dire qu'on a un projet, comme celui d'Alicia, hein, qui est de créer une entreprise, mais elle ne sait pas comment elle peut quitter son entreprise et d'autant plus que, ben, voilà, la rupture conventionnelle n'est pas la bienvenue. Donc effectivement, ce dispositif peut répondre à la mise en œuvre de son projet. Donc le dispositif démission reconversion création, ces dispositifs de création, ou reprise d'entreprise, reconversion en vue d'une formation. Tout d'abord, en termes, d'éligibilité, il faut être en CDI, secteur privé et avoir une activité professionnelle au cours de 1 300 jours, pardon, au cours des 60 dernières années, c'est-à-dire, 5 ans, dans sa totalité. Il permet, ce dispositif, qu'à partir du moment où le salarié va démissionner, de percevoir les allocations chômage. Et nous, Transition Pro, on va délivrer l'attestation du caractère réel et sérieux du projet. La particularité de ce dispositif, c'est qu'effectivement, il va être soumis à un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. D'accord? Donc là, on va avec ce conseiller en évolution professionnelle, le salarié va effectivement vérifier, qu'il respecte bien, tous les éléments. Donc avoir bien 5 ans d'activité, hein, il y a aussi un simulateur qui permet de vérifier ça avec Pôle emploi. Donc rencontrer le CEP à la fois pour bien regarder la dimension du projet, de création, reprise d'entreprise ou de formation et il est obligatoire. Ensuite, un dossier est déposé auprès de Transition Pro et la commission de Transition Pro va valider le caractère réel et sérieux de ce projet.
en sachant qu'à partir du moment où Transition Pro va attester, donc avec l'obtention d'une attestation, hein, du caractère réel et sérieux, cette personne, elle aura 6 mois pour démissionner et elle aura 6 mois pour mettre en place son projet. C'est-à-dire, après la démission, elle va s'inscrire chez Pôle emploi et dans les 6 mois qui suivent, il faut effectivement qu'elle puisse, qu'elle mette en place le projet pour lequel elle a eu l'attestation du caractère réel et sérieux. Voilà, hein, ce dispositif démissionnaire qui est essentiellement sur la reconversion reprise d'entreprise ou en voie de formation, et notamment en voie de formation, on peut très bien imaginer une formation qui ne soit pas éligible au RNCP, hein, parce qu'effectivement, toutes les formations ne le sont pas, et ce projet-là, ce dispositif pourrait effectivement entrer dans cette phase. À présent, dans toute la dynamique de la transition, j'aimerais vous présenter ce que c'est que la certification CLEA. C'est-à-dire comme Alberto, qui n'a aucun diplôme, qui a envie de se former et qui, honnêtement, hein, manque, d'assurance, doute de lui, a besoin de sécuriser, toute son expérience et toutes les compétences qu'il a cumulées. Donc ce dispositif, CLEA, c'est un dispositif qui a été porté par les employeurs particulièrement, hein, sur sa création. Il permet quoi cette certification, hein, puisqu'on est bien sur la certification CLEA, pardon. Cette certification, elle permet de valider 7 domaines de compétences, tels que communiquer en français, les mathématiques, une connaissance en informatique, travailler en équipe, etc. Je vous passe les 3 autres. OK? Et là, encore une fois, nous ne sommes que jury de cette certification. Et le principe de cette certification, c'est un peu de mettre aussi le pied à l'étrier en vue d'une formation, de remobiliser une personne très éloignée de la formation parce que à l'école, voilà, on s'est arrêté au brevet de collège, hein, très bas niveau de qualification, etc. Le financement, on l'a vu, peut être fait par le compte personnel de formation. À présent, je vais donner la parole à nouveau à Nicolas qui va nous parler de la validation des acquis avec Maria. Exactement, merci beaucoup Florence. Donc on parle de la VAE que vous connaissez sûrement, mais la VAE, on l'a fêté encore les 20 ans il n'y a pas très longtemps, même si il y a un point d'actualité, donc du coup c'était important d'en parler. Et pour Maria, c'est la possibilité de valoriser des compétences qu'elle aurait pu acquérir tout au long de son expérience professionnelle. Il faut savoir déjà que sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a un service public régional de la VAE qui s'appelle PRC VAE. Point régional conseil de la VAE. Donc, une personne qui aurait juste des questions sur de la VAE peut aller directement se renseigner au point du PRC VAE et appeler le numéro qui est affiché 05 57 57 55 66. Au sein de ce PRC, on va avoir une réunion collective et une réunion et un entretien individuel pour pouvoir savoir quel est le parcours de la VAE, si on est prêt à s'y engager ou pas, même si c'est pas aussi fastidieux qu'on peut l'imaginer, hein. Parfois, c'est assez simple, hein, c'est rapide, mais en tout cas, il faut, en bonne connaissance de cause, savoir vers quoi on s'engage. Et puis surtout, avec le PRC, on va pouvoir identifier la bonne certification. On a acquis de l'expérience, mais on ne sait pas sur quel diplôme ou quel titre professionnel on pourrait valoriser ces compétences acquises. C'est le but du PRC. Puis après, le PRC va aussi vous orienter vers l'organisme certificateur. L'organisme certificateur qui va évaluer si effectivement vous avez pu acquérir les compétences qui vous permettraient de valider tel titre ou tel diplôme peut-être. Bref, l'idée étant de vous accompagner d'abord, et là c'est le service qui deviendra payant à partir de ce moment-là. Le centre certificateur va vous accompagner à préparer ce passage devant un jury. Il va vous aider, cet accompagnement va vous aider à élaborer votre dossier. Pour pouvoir y accéder, pour pouvoir être recevable, il faut aujourd'hui avoir au moins 1 an d'expérience dans le métier visé ou dans le titre, les compétences que l'on va valoriser. Et donc du coup, cet accompagnement, alors combien il coûte? Souvent, autour de 1 500-2 000 € en moyenne. Attention, ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus. Mais en tout cas, le PRC sera aussi en charge de vous aider à trouver un financement et il s'avère qu'en plus, si vous êtes salarié du secteur privé, Transition Pro
finance la VAE et donc le PRC vous orientera vers la possibilité de faire financer cet accompagnement par Transition Pro jusqu'à 2 000 €, hein, si je ne me trompe pas, Florence? C'est cela même, C'est tout ça. à fait. Parfait. Alors, petit point de réforme. Il y a une réforme qui arrive fin 2023, début 2024. Alors qu'aujourd'hui, on vous demande d'avoir au moins 1 an d'expérience, et ben demain, toutes les expériences seront, valorisables. Que vous ayez une expérience de 15 jours ou, de 10 ans, ça sera, valorisable. Vous pourrez aussi valoriser des expériences peut-être, d'engagement associatif en tant que bénévole ou parce que vous êtes aidant familial, vous pourrez valoriser des compétences acquises. Demain, alors qu'aujourd'hui, on a le droit à 24 heures de congé pour préparer sa VAE, demain, à partir de 2024, ça sera doublé et vous pourrez bénéficier de 48 heures de congé pour préparer, votre VAE. Bref, l'idée est de faciliter l'accès à la VAE. Les éléments très concrets ou précis sur comment ça va être opérationnel, on peut pas encore vous les donner, mais vous pouvez vous tenir informé ou vous pouvez revenir vers nous, demain au service du CEP, par exemple, pour qu'on vous donne l'information. Mais l'idée, c'est de développer un service public de la VAE et de permettre l'accès facilement. On pourrait imaginer qu'opérationnellement parlant, il crée un site internet où on puisse s'inscrire un petit peu comme mon compte formation. Il y aura peut-être demain mon compte VAE, mais ça, c'est qu'une supposition. Voilà, en gros, attention, la VAE va être, va changer d'ici la fin de l'année ou, en 2024. On continue avec le dispositif transition collective. À toi, Florence. Merci. Voici Martin. Martin, il est dans une entreprise qui est relativement fragilisée, parce que son entreprise, elle connaît des mutations. Alors ça peut être, ce dispositif qui peut être sollicité qui s'appelle transition collective. Le ministère du Travail nous a confié aux associations de transition pro, ce dispositif. Ce dispositif, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois, d'aider des entreprises qui sont, confrontées à une mutation économique ou technologique, on va le revoir, mais aussi, aider les entreprises qui sont confrontées à des difficultés de recrutement. Alors, il faut que ça soit à l'initiative de l'employeur. Quelquefois, effectivement, ça va être le salarié qui va nous indiquer et nous, on va se rapprocher, de l'entreprise. Il faut que le salarié soit volontaire, bien entendu, quand la démarche vient directement de l'employeur, et il y a obligation de la mobilisation du conseiller en évolution professionnelle. Là encore, vous pouvez voir dans ce dispositif, comme on l'a fait depuis le début, la cohésion qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Là, on est aussi avec le conseiller en évolution professionnelle et éventuellement aussi les OPCO. Alors l'intérêt de ce dispositif, d'abord pour l'entreprise, hein, c'est qu'effectivement, il va faire face, à la difficulté qu'elle rencontre cette entreprise face à sa mutation économique ou technologique. Elle va retrouver aussi, les perspectives de trésorerie pour rester, voilà, toujours dans la compétition, hein, si je peux me permettre, et de protéger ses salariés dont l'emploi est menacé. D'accord? Pour le salarié, bah, c'est rester acteur tout simplement, hein, de son parcours professionnel comme dans le projet de transition, classique, de pouvoir développer des compétences et une employabilité, avec une prise en charge à la fois de sa rémunération, en termes de salaire, et aussi en termes de coût pédagogique et même ce dispositif va au-delà, puisqu'on peut couvrir jusqu'à 24 mois, de formation. Et puis avec effectivement, les frais annexes qui pourraient, être mis en place. D'accord? Et là, sur ce dispositif là, il n'y a pas de mobilisation du compte personnel de formation. Ce qui n'est pas le cas du PTP tout à l'heure, qui lui et comme il est sur une demande à l'initiative du salarié, uniquement du salarié, là c'est un double jeu, hein. C'est l'employeur, c'est l'entreprise et le salarié, donc on ne touche pas au compte personnel de formation. Voilà pour ce dispositif. Ton micro, Nicolas.
Ah oui, ça marche mieux si le micro est allumé. J'ai remarqué ça, excusez-moi. Donc je disais, on va pouvoir évoquer notre offre de service. Tout à l'heure, je vous disais, quel est le numéro pour appeler le CEP? C'est tout simple, vous avez le 09 72 01 02 03. Je pense qu'on pourra vous transmettre, à la fois la présentation et puis aussi un petit flyer de communication sur le service du CEP où vous retrouverez ce numéro de téléphone si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, que vous êtes salarié actif dans le secteur privé, et ben, vous pouvez appeler ce numéro-là pour prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi matin. On s'adapte aussi à vos disponibilités. Si vous avez des horaires de bureau, que c'est pas simple de pouvoir prendre rendez-vous hors temps de travail la semaine, et ben, vous venez le week-end. Voilà, puis vous retrouverez aussi sur cette présentation tous les liens vers, nos sites internet, vers des documents de communication, retrouver des témoignages, de personnes que l'on a accompagnées en Nouvelle-Aquitaine et qui, témoignent de leur parcours, d'accompagnement avec le CEP, de parcours de reconversion, de transition professionnelle. Pour Transition Pro, Florence, Oui, une offre de service, assez variée par rapport à votre souhait, hein. Soit effectivement vous voulez travailler en collectif et notamment, par rapport au financement du projet de transition professionnelle, des ateliers, la plupart du temps en vidéo, à distance, mais aussi en présentiel, sur la Gironde. 2 heures pendant laquelle on va pouvoir rendre plus fort son projet, c'est-à-dire, quand on parle de la décision de la commission au regard de la cohérence de la pertinence et de l'employabilité, ça va être le sujet, de cet atelier. Ensuite, une réunion d'information, collective, envie, de petits ou grands changements professionnels qui là, en 1 heure, va permettre effectivement d'avoir, un tour d'horizon de tous les dispositifs qui sont accessibles à ce changement professionnel. Des rendez-vous flash, pareil, en physique ou en visio, rendez-vous pour toutes les questions qui peut être, ça peut être tout simplement, sur le montage du dossier, je suis bloqué sur mon dossier, je ne sais pas comment m'en défaire, de cette situation bien entendu, mais aussi, sur les droits, un employeur qui ne répond pas à une demande d'autorisation d'absence, quels sont mes droits et cetera. Et puis après les webinaires qui sont en ligne à partir du moment où vous créez votre espace, sur Transition Pro, vous avez le droit à tous les webinaires et c'est quand vous voulez et avec, les moyens que vous pouvez. parfait, on passe la parole à docteur Laurent et madame Cornuet. Vous n'hésitez pas à me dire quand je passe les slides. Merci beaucoup, monsieur Hu. Donc un petit temps de présentation maintenant du SPSTI, du service, de prévention et de santé au travail, du SSTI 33, pour nous replacer donc dans ce contexte des transitions. Donc le SSTI 33, c'est une association d'employeurs, type loi 1901 qui mutualise des moyens pour préserver la santé des salariés dans le cadre de la réglementation en vigueur, hein. Donc slide, vous pouvez afficher la slide suivante. Merci beaucoup. Donc tout simplement un service de santé au travail, interentreprise. Nous avons 8 centres médicaux de proximité qui sont répartis sur la métropole et une partie de la Gironde, tel que vous le voyez, sur la carte. Alors, si on compte sur la carte, on arrive à 9, mais en fait, Arès, c'est juste un point de chute, c'est pas un cabinet médical, propre au SSTI. Voilà pourquoi, nous avons 8 centres. Nous avons environ en 2022 6 000 entreprises adhérentes qui correspondent à environ 100 000 salariés suivis et nous sommes plus de 70 salariés au sein du SSTI 33. Donc ce sont des équipes de professionnels, hein, au service de la prévention des risques et de la performance des entreprises, évidemment, pour préserver la santé et le bien-être au travail. Notre but, c'est de suivre, hein, de répondre aux enjeux de la société, le vieillissement, de la population active, la prise en charge au travail des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, et aiguës également. Et encore le développement de la qualité de vie au travail, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la QVCT. Merci. Donc le SSTI 33 a 3 axes prioritaires, dans ses missions. La prévention des risques professionnels, c'est-à-dire, une aide aux entreprises à évaluer leurs risques, hein, fiche d'entreprise, document unique, aide à l'analyse, des fiches, de données de sécurité pour les produits chimiques.
Sensibilisation aussi aux risques présents dans l'entreprise, après la mise en lumière au niveau des documents. C'est ensuite la sensibilisation, TMS, travail sur écran, risques chimiques, addiction, gestes et postures. Donc il y a des sensibilisations qui peuvent être faites directement par notre service. Et également des formations sur les gestes et premiers secours. On assure des formations de SST, donc c'est important puisque vous savez que toutes les entreprises ont quand même des obligations, enfin de nombreuses entreprises en tous les cas, ont des obligations de secourisme. Donc nous assurons des formations SST et également des formations à l'utilisation du défibrillateur. Le suivi de santé des salariés, il est assuré par les infirmières en santé au travail et les médecins du travail. Donc, visite médicale, examens médicaux, entretien santé-travail, examens complémentaires. Et donc, troisième axe, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire lorsque le spectre de l'inaptitude commence à poindre son nez, étude de poste, aménagement des postes, aménagement d'horaires, intervention des ergonomes, accompagnement psychosocial, assuré notamment par l'assistante sociale, orientation, conseil, formation, sensibilisation individuelle et collective. Donc le panel d'actions est assez varié. Et merci beaucoup. Nous allons voir à travers les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire tout ce qui est possible, tout ce que le personnel du SSTI peut faire, en commençant par la secrétaire médicale, qui est au téléphone le plus souvent et qui est l'interlocuteur privilégié des employeurs et des salariés. Elle les accueille, elle prend les rendez-vous, elle gère les plannings et déjà, elle prend des notes par rapport à la demande de la personne qui téléphone, les demandes de rendez-vous urgentes, les personnes qui sont en arrêt. Donc ça, c'est très important aussi de préciser quand vous appelez la secrétaire, si vous êtes en arrêt maladie ou en arrêt accident du travail, ou bien si vous travaillez et si votre demande a lieu alors que vous êtes en activité dans l'entreprise. Ça détermine des types de visites différents et ça, c'est très important pour le secrétariat. Le médecin du travail, lui, il a un rôle de coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, il est là pour conseiller les employeurs et les salariés, pour mener des actions en milieu de travail et pour assurer le suivi médical individuel des salariés. L'infirmier en santé au travail aussi est conseiller dans la prévention santé-travail. Il mène des entretiens santé-travail également. Il procède à des études de poste. Il sensibilise aux risques professionnels et il aide à l'évaluation des risques. L'ergonome, quant à lui, il est là pour adapter le travail à l'homme. Il se déplace en entreprise à la demande du médecin du travail pour analyser les interactions avec l'environnement de travail, faire des diagnostics, faire des propositions d'aménagement de poste, donner des conseils donc à l'employeur et sensibiliser, notamment sur le travail sur écran, les gestes et postures, enfin tout un tas de choses. La psychologue du travail, elle agit en prévention des risques psychosociaux, elle mène des entretiens individuels ou collectifs, elle peut gérer des conflits, elle peut aider dans la gestion des conflits plus exactement, et sensibiliser et animer des groupes. Donc elle a également un rôle important, notamment dans le cas du mal-être au travail. L'assistante technique santé au travail est là également pour élaborer la fiche d'entreprise, donc saisir en allant sur place les risques, réaliser également des études de poste. Donc elle est vraiment tout à fait sur le terrain et elle a un rôle d'échange direct avec l'employeur. Donc je dirais qu'elle elle est une des interlocutrices privilégiées de l'entreprise, notamment à travers l'établissement des fiches d'entreprise. Elle a un rôle tout à fait important à ce niveau-là. L'assistante sociale, donc à qui je repasserai la parole tout à l'heure, en l'occurrence Séverine, qui accompagne dans les démarches administratives, dans l'aide au maintien en emploi, qui oriente vers les dispositifs d'aide, mais qui, en plus chez nous, joue un rôle très actif au niveau de la cellule PDP interne et travaille activement, sur les dossiers qui sont proposés pour, essayer de trouver ensemble lors de nos réunions qui sont mensuelles. On a une réunion une fois par mois avec, des différents participants, notamment le Cap emploi,
2 médecins du travail, du service, dont moi-même, et puis, l'assistante sociale et d'autres invités, la psychologue du travail qui peut venir également, hein. Donc c'est une commission très intéressante où on essaie de trouver, des solutions, hein, aux personnes qui nous le demandent, puisqu'évidemment tout ceci se fait, dans le cadre dans le cadre du secret médical et évidemment avec l'accord des personnes intéressées. Et enfin, la formatrice SST, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur le secourisme, hein, qui assure les formations et le recyclage, des secouristes au travail et qui est là donc pour sensibiliser également aux gestes et postures et également au rôle de référent santé-sécurité, hein, qui existe maintenant dans les entreprises. On va continuer sur la définition du maintien dans l'emploi. Donc, voilà, c'est le maintien dans l'emploi, c'est le maintien en emploi, hein, donc ça, c'est très important. Ça se définit comme la prévention précoce des risques de désinsertion professionnelle. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas attendre, le petit courrier de la sécurité sociale qui annonce, la fin des indemnités journalières, pour se rendre compte que, dans 3 jours, on n'aura plus de ressources, hein. Mais il faut essayer évidemment d'anticiper. Soit un maintien au poste, lorsque cela est possible et ça c'est très important déjà d'avoir une idée de cela, parce qu'on voit des gens qui sont en arrêt depuis très longtemps et qui espèrent pouvoir reprendre leur poste, alors que manifestement ça ne va pas être possible. Donc il faut aussi essayer d'être le plus possible, de coller le plus possible au réel. Ou un maintien dans l'entreprise, c'est-à-dire, un changement de poste, mais au sein de l'entreprise, ou bien encore une reconversion professionnelle, hein, on vient d'en parler longuement, ou la construction d'un nouveau projet professionnel. Donc les professionnels de santé sont des acteurs de proximité qui ont à la fois la connaissance du milieu professionnel du salarié, de l'entreprise, de sa réalité économique et la connaissance également de la situation personnelle du salarié. Ils sont donc en capacité de faire le lien entre la situation de travail et le cas particulier du salarié pour essayer de réaliser le meilleur accompagnement possible. Alors ça, c'est très important et j'insisterai dessus. Les salariés peuvent contacter le médecin du travail à tout moment. Et ça, même quand ils sont en arrêt, on peut faire, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des formations alors qu'on est en arrêt, de travail. On peut suivre une formation en étant arrêté, en arrêt maladie ou en arrêt accident du travail. Donc c'est important de rebondir le plus tôt possible et même en arrêt, c'est possible. On va enchaîner sur le repérage des situations à l'occasion des visites, hein. Donc, problèmes de santé, difficultés d'ordre professionnel et personnel, ben, on rencontre souvent des gens qui nous disent, qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils peuvent plus supporter leur travail, qu'ils sont mal au travail, qu'ils vont au travail, avec la boule au ventre, voilà. Donc ça peut être des salariés en activité. Alors, ça peut être, en visite d'embauche, enfin un peu plus rare quand même, parce qu'en visite d'embauche, en principe, les choses, les choses vont plutôt bien. Ou bien en visite périodique, ou au cours de l'examen de mi-carrière. Alors là, c'est un examen particulièrement intéressant puisqu'il vient d'être créé, il a été créé assez récemment. Donc c'est un examen médical qui a lieu à l'âge de 45 ans et dont le but est de déterminer si, la personne envisage de poursuivre, son travail, jusqu'à la retraite. En tous les cas, d'essayer de voir comment elle gère la pénibilité au travail et si elle ressent déjà une fatigue et si, ses capacités, au travail sont déjà diminuées et si, elle ne se sent pas en capacité de continuer encore très longtemps. Donc ça peut être un bon signal d'alerte, hein, et de projection, notamment en faisant un peu, un état des lieux au niveau du dossier médical et de la santé qui permet un peu de se projeter, dans l'avenir et de voir, si on va pouvoir continuer ou pas. La visite de reprise donc, pour les arrêts maladie, et les accidents non professionnels de plus de 60 jours, puisque maintenant on est passé à 2 mois pour l'obligation de visite de reprise et pour les accidents du travail au moins 30 jours puisqu'on est resté à 1 mois pour, les, accidents du travail et après tout arrêt de maladie professionnelle puisque dans le cadre de la maladie professionnelle, il n'y a pas de durée minimum d'arrêt, mais tout arrêt pour maladie professionnelle nécessite une visite de reprise. Et également les visites occasionnelles qui peuvent avoir lieu, donc à la demande de l'employeur, à la demande du salarié alors que la personne travaille et qu'elle ne va pas bien, et donc elle vient voir le médecin du travail pour lui en parler.
Donc, toutes ces visites pendant l'activité ou alors en arrêt de travail. Je vous rappelle que c'est très important puisque en étant en arrêt, le salarié a le droit de demander une visite de pré-reprise, soit d'ailleurs à la demande également du médecin conseil ou du médecin traitant, voire à la demande du médecin du travail, hein, c'est également possible. Donc, la personne vient voir, pour se projeter et imaginer les conditions de sa reprise. Et enfin, le rendez-vous de liaison, alors qui n'est pas un rendez-vous médical, mais qui est un entretien, entre l'employeur et le salarié, où le service médical peut être invité et donc ça permet de discuter, de la reprise, de faire un peu le point entre employeur, service médical et salarié. C'est pas encore très utilisé, mais il faut le développer. Ça permet, de rechercher, une solution ensemble et surtout de recréer le lien entre l'entreprise et le salarié qui des fois est absent depuis longtemps et qui des fois ne garde pas toujours le contact avec l'entreprise, ce qui peut être générateur d'incompréhension, voire de mauvaises interprétations, d'un côté comme de l'autre. Donc, ce rendez-vous de liaison, qui est également une nouveauté comme la visite de mi-carrière, sont des éléments très positifs pour, essayer de restaurer le dialogue et d'intervenir, la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vais maintenant, repasser la parole à, Séverine qui va nous présenter, notamment, la cellule PDP interne, mais pas que. À vous Séverine. Merci docteur. Donc effectivement, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit que les services de prévention de santé au travail doivent mettre en place une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà le fameux dispositif de la PDP. C'est pourquoi donc le SSTI a créé une cellule PDP afin de proposer des actions de prévention collective et des actions de prévention individuelle également pour accompagner les salariés présentant un risque de sortir de l'emploi en raison de leur état de santé. Donc cette cellule, elle est composée de 2 médecins, référents maintien à l'emploi, d'un infirmier, de l'assistante sociale, le psychologue, une secrétaire et un consultant Cap emploi. Il peut aussi y avoir d'autres professionnels qui peuvent être invités ponctuellement pour donner un éclairage spécifique. Ça peut être par exemple des assistantes sociales de l'assurance maladie, hein, les assistantes sociales de la CARSAT. Ça peut être aussi les assistantes sociales intervenant en entreprise ou alors les assistantes sociales à l'hôpital, le conseiller Pôle emploi, même ou un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Et donc cette cellule PDP, elle est constituée de 2 entités. Il y a une commission qui met en œuvre des actions de communication sur les différents dispositifs de maintien à l'emploi. Donc cette information, elle est donnée auprès de l'équipe pluridisciplinaire du SSTI 33, auprès de salariés et aussi auprès des entreprises adhérentes au SSTI 33. La deuxième entité, c'est la commission PDP qui présente les situations de salariés, et ces salariés qui ont un risque de désinsertion professionnelle. Et donc cette commission, effectivement, se réunit 1 fois par mois. Les employeurs, les salariés ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui ont identifié une situation dans laquelle un salarié peut présenter un risque de désinsertion professionnelle vont solliciter le médecin de travail pour qu'il rencontre le salarié et pour qu'il puisse éventuellement faire une orientation vers la cellule PDP, le médecin de travail. Et donc l'orientation cette orientation du médecin de travail, elle est réalisée avec l'accord du salarié, hein, qui signe un document qui autorise la cellule à d'échanger sur sa situation. Donc tous les échanges qui ont lieu lors de cette commission sont strictement confidentiels, bien évidemment. Et donc l'assistante sociale, en amont de cette commission, contacte le salarié afin de recueillir les éléments nécessaires à la compréhension de la situation, afin de préconiser des actions adaptées. Et donc, à l'issue de cette commission, l'assistante sociale ou le médecin de travail rappelle le salarié pour lui donner les préconisations qui ont été indiquées par la commission.
Et donc, avec l'accord du salarié, il y aura un plan d'action qui sera mis en œuvre avec l'accompagnement du SSTI 33, l'accompagnement aussi de tous les partenaires extérieurs. Il faut savoir aussi qu'un suivi de ces actions qui ont été menées, il y a un suivi qui est effectué tous les 3 mois, un suivi des actions menées. Voilà, sur la slide, la prochaine slide. Merci. Donc c'est un schéma qui recense de façon non exhaustive les leviers et les acteurs ressources qui peuvent être mobilisés dans le cadre du maintien à l'emploi d'un salarié, notamment à l'issue de la commission, par exemple. Il nous semblait important de rappeler qu'au centre de l'accompagnement pluridisciplinaire, il y a le salarié et qui peut être suivi par des professionnels de santé, le médecin traitant, dans les centres hospitaliers par exemple aussi. Il peut être suivi aussi par son employeur ou aussi les partenaires internes de l'entreprise, comme les délégués du personnel, les assistantes sociales qui interviennent dans l'entreprise, le référent handicap, pardon. Le salarié peut aussi être suivi par l'assurance maladie. Si le salarié est en arrêt, il peut être suivi par le service médical de l'assurance maladie, le médecin de conseil qui pourrait mettre en invalidité, par exemple. Il peut être suivi aussi, le salarié, par les assistantes sociales de l'assurance maladie, les assistantes sociales de la CARSAT, notamment avec le dispositif de la prévention des insertions professionnelles, le dispositif PDP CARSAT, qui est destiné à tous les salariés qui sont en arrêt de travail, qui perçoivent des indemnités journalières et qui ont une perspective d'inaptitude à leur poste, mais ils ont la possibilité, pendant leur arrêt de travail, d'effectuer une formation, un bilan de compétences ou un essai encadré. Donc c'est un stage pour tester leur capacité de retour à leur poste ou sur un autre poste, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. J'en donnerai pas davantage parce que c'est vrai que ce dispositif-là pourrait se dire vraiment sur un webinaire complet. Le salarié peut aussi être suivi par les experts en maintien à l'emploi, comme le conseiller en évolution professionnelle, on travaille beaucoup avec eux. L'organisme aussi Transition Pro, le conseiller Pôle emploi pour les salariés qui peuvent y être inscrits. Il y a aussi la mission locale pour les salariés de moins de 26 ans. Puis tout ce qui est aussi toutes les prestations de la maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, qui prévoit notamment la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle la RQTH. Il y a également tous les dispositifs que peuvent mettre en œuvre, tous les dispositifs de l'AGFIP que peut mettre en œuvre Cap Emploi notamment, avec Inclus Pro et tout ce qui est prestations d'appui spécifiques, la PASS. Voilà, donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent exister pour le maintien dans l'emploi. Et puis également donc le salarié qui peut être suivi par l'équipe pluridisciplinaire du SSTI 33, médecin de travail, infirmier, assistant social, psychologue, ergonome, pour qu'on puisse informer le salarié, l'orienter vers les bons interlocuteurs, pour aménager son poste si besoin, et pour vraiment s'assurer de la prise en charge adaptée. Voilà, pour terminer, il me semblait important aussi de vous inviter, pour tout renseignement complémentaire, à vous rapprocher du centre du SSTI 33 auquel vous êtes rattaché, ou auprès d'une assistante sociale de la CARSAT en appelant le 3960 ou l'assistante sociale qui intervient dans votre entreprise, ou encore le conseiller en évolution professionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Séverine, merci docteur Llorent. On va pouvoir conclure, même si je vois qu'on a dépassé le temps, veuillez nous excuser, on avait beaucoup de choses à vous dire. J'espère que c'est pas trop confus parce qu'on vous a proposé, on vous a présenté plein de choses, mais en tout cas, on vous rassure, vous n'allez pas tout retenir, ça c'est impossible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des services ressources qui peuvent venir en appui de toute transition professionnelle. Et là, je reboucle avec le sujet de notre webinaire qui est la transition professionnelle pour tous. Effectivement, ces transitions, alors parfois s'imposent à nous, comme l'a évoqué le docteur Llorent et Madame Cornuet, mais aussi parfois elle peut être un choix. Elle peut être un choix parce que nos rapports, nos relations au travail ont changé, la conjoncture a bien changé. Si avant mes parents ont fait toute leur carrière dans la même entreprise, aujourd'hui moi-même j'ai déjà changé
6 fois de poste et des opportunités d'évolution, soit se sont présentées à moi par des rencontres ou alors parce que j'en avais envie et que j'ai pu rebondir sur d'autres projets professionnels. Bref, ce qui est important de savoir, c'est que les outils de sécurisation des trajectoires professionnelles ont été bien avancés ou du moins bien évoqués aujourd'hui. Elles sont importantes, c'est-à-dire que l'idée du CEP aussi, l'une de ses missions, c'est aussi de s'assurer que on sécurise le parcours professionnel du salarié, qu'on lui évite la désinsertion sociale par des périodes de chômage de longue durée. Et pour cela, on sait que plus la personne est qualifiée, moins elle risque de désinsertion professionnelle et sociale. Donc c'est pour ça que il existe ces services qui n'existaient pas, comme le CEP, qui n'existaient pas encore il y a peut-être 10 ans. Voilà, la relation évolue. Venez rencontrer des professionnels, venez évoquer votre parcours, votre carrière avec eux. C'est l'opportunité d'y voir plus clair, de quel chemin on peut prendre, quel dispositif s'adapte. Est-ce que j'ai besoin d'aller voir le service de santé au travail ou pas? Est-ce que je souhaite me reconvertir? Quel projet je pourrais envisager, et cetera, et cetera. Tout ça dans un monde qui évolue et qui se veut d'une certaine flexi-sécurité, avec des mutations technologiques et économiques. Et il faut parfois s'adapter, hein. Je vous apprendrai rien en disant tout ça, en disant que les mutations, on en connaît plein et elles vont de plus en plus vite. Et donc parfois, on a besoin d'adapter nos compétences en fonction de ces mutations. Ça peut être la mutation de l'entreprise, Florence l'a évoqué dans le cadre des transitions collectives. Ça peut être aussi parce qu'on voit apparaître des nouveaux métiers. On dit que 50% des métiers qui seront en 2050 n'ont pas encore été inventés. Bref, tout ça évolue énormément. Et pour pas être perdu, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Est-ce que Florence, tu souhaitais compléter cette conclusion ou ça va? Tu as tout dit. Parfait. Bon, parfait. Merci beaucoup. Je laisse Très, la parole à docteur Laurent pour très bien.